aller complètement dans le sens du discours précédent. Tu nous as fait peur. Vous avez eu peur, hein? On a le droit de passer d'accord. Oui. L'idée générale, c'est que la laïcité est un principe politique qui est intrinsèquement favorable à la condition féminine. Et que, inversement, les endroits où la laïcité n'est pas présente, les premières victimes sont généralement les femmes. Alors, je partirais, bon, excusez-moi si c'est un peu improvisé, mais au départ, je n'étais pas prévu pour intervenir. Je partirais de la loi de mars 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école, qui est une loi qui est attaquée. Il faut savoir, elle est attaquée. Il y a des adversaires dans tout un champ politique dont on pourra reparler par la suite. Oui. Et d'autant plus important de la défendre. Je pense que il se joue quelque chose, comme tu l'as un peu évoqué d'ailleurs, autour de l'école qui est emblématique du combat laïque. C'est à l'école que se forme l'esprit critique, l'esprit rationnel et la capacité du citoyen à faire la loi. Selon une expression que j'aime beaucoup de Catherine Kinsler, dans une république laïque, c'est le peuple qui est législateur. André sera d'accord avec moi. Et personne d'autre. Et le peuple, pour être législateur, il a besoin d'être outillé sur le plan de son savoir, de la connaissance de l'histoire, de la connaissance de sa capacité à raisonner, à développer un point de vue critique, et ça doit se jouer à l'école. Pourquoi est-ce que c'est fondamental à ce point? C'est parce que quand on construit la loi par la raison, et non pas en brandissant un texte sacré où tout est écrit, eh bien, il y a des conséquences presque, je dirais, mécaniques de la constitution de la loi par la vertu de la raison et du débat. On se met autour d'une table, on s'engueule, et puis on produit des règles. Eh bien, cette conception-là, elle est intrinsèquement, elle produit des effets qu'on peut lister. Le premier, c'est que il y a une forme d'égalité vis-à-vis du droit qui est naturelle dans ce processus-là. Ce n'est pas le plus musclé, ou celui qui a la plus grande gueule, ou celui qui fait valoir son hérédité noble ou quoi, qui l'emporte. Le débat, l'argumentaire, balaye tout ça. Il ne reste que la capacité de la raison à produire la loi, et tout naturellement, l'égalité arrive en droit, parce qu'il est impossible de défendre par la raison une supériorité naturelle, voilà, qui viendrait d'où? On a rencontré une divinité au sommet du Mont d'Or. Non, ça ne marche pas, ça ne tient pas dans une discussion. Donc l'égalité est un produit naturel de la raison comme production de la loi. Et l'égalité, bien sûr, entre le droit des hommes et le droit des femmes. Ce n'est pas un hasard, je pense, si historiquement l'égalité en droit est venue parallèlement à la pensée laïque. Après, il vient aussi naturellement dans une production de la loi par la raison l'idée de la solidarité que tu as mentionné à plusieurs reprises, parce que il est dans la nature humaine en quelque sorte, et puis il est dans la logique sociale de venir en aide aux gens qui en ont besoin. Et l'aide non pas conçue comme l'aumône, mais conçue comme un principe politique. Et là, on rejoint bien sûr la sécurité sociale, on rejoint
aussi la sécurité des plus vulnérables, dont, bien sûr, la sécurité des femmes. Alors, tu parlais de vulnérabilité. Alors, je ne sais pas si tu faisais allusion à la vulnérabilité spécifique de la condition féminine. C'est une vulnérabilité qui englobait d'autres approches de la question. Mais c'est vrai qu'il y a, c'est un fait naturel, il y a une infériorité musculaire de la femme. Ah oui. Oui, mais pas le stéréo. Ah, j'entendais pas du tout ça. Dans les violences conjugales, sont le fait à 98% d'hommes contre les femmes. C'est un fait statistique. Et qu'il soit violent ne veut pas dire qu'il soit plus fort. Pour être violent, il faut être en capacité de l'être. Donc il y a quelque chose là qui est constitutif, là, j'y peux rien. C'est que les femmes ont besoin, dans le cadre de la domestique, d'être protégées par la puissance publique. Et moi, j'ai travaillé dans le 93, et bien au moment de la Covid, les flics étaient débordés dans le 80. Les flics, les forces de l'ordre étaient débordés par le problème des violences conjugales qui étaient principalement réactivées par le confinement. Et dans le 93, le confinement, c'est rarement avec un hectare de terrain. C'est à toute la famille. Pour les gens petitement logés. Surtout pour les gens qui bien sûr. Moi, je travaillais à Clichy-sous-Bois. À Clichy-sous-Bois, ils n'en pouvaient plus, les forces de l'ordre. Et ce n'étaient pas les hommes qui se faisaient maltraiter, c'était les femmes. Donc, je rejoins complètement l'idée que la vulnérabilité... Ah oui, c'est une affaire de muscle. Non. Le débat après. Le débat. On est la capacité. Et c'est une question technique. Statistiquement. Ah oui. Non, mais c'est une question de patriarcat. Si on réduit, on doit faire évoluer. Il faut relire l'histoire du féminisme, monsieur, je ne vais pas le faire ici. Je veux dire, si on réduit encore aujourd'hui la question du rapport homme-femme à une affaire de muscle, je veux dire, là, on parle très très loin. Je réduis pas. Non, mais je précise, même si je sais qu'on est globalement d'accord, c'est pas. Je fais un constat. C'est un constat factuel. Mais ça, c'est un peu facile. Je vous demanderais de faire un petit effort. Si je peux vous appuyer. On va vous laisser. Allez-y, On va se laisser Sylvia. On vous écoute. La laïcité, ouais, c'est compliqué. Mais on va en parler après. On vous écoute. Je pense que dans l'élaboration de la loi. Tu vas se ramasser une blague. Non. Je suis pas violente. Dans l'élaboration de la loi, rationnellement, en fonction de principes rationnels, on est obligé de considérer qu'il y a une vulnérabilité spécifique de la femme On est en train d'écouter ce monsieur. dans le cadre domestique, et toutes les statistiques le prouvent. C'est de regarder, violence conjugale, c'est pas un petit problème, c'est un problème majeur, et que donc, la loi doit répondre avec des mesures spécifiques, des mesures d'éloignement, des mesures de protection, des mesures des institutions qui sont dotées de moyens pour protéger les femmes qui sont en danger. Et ça, c'est un produit de la raison. On ne fera pas la même chose, a priori, dans un cadre domestique pour les hommes. Je suis désolé. Il n'y a rien qui vient contredire ces faits qui sont établis depuis des dizaines d'années maintenant et qui vont plutôt en s'aggravant. Là, je renvoie aux statistiques des violences conjugales dans notre pays. Troisième élément que produit la raison lorsqu'elle est à la source de la loi, c'est la liberté d'expression. Ça vient naturellement à l'esprit quand on raisonne. Pourquoi est-ce que l'on interdirait tel ou tel type d'expression? Pourquoi est-ce qu'on interdirait le blasphème? Pourquoi est-ce qu'on interdirait
la caricature. Pourquoi est-ce qu'on interdirait la caricature même des instances divines? Un esprit laïque qui produit la loi par la raison n'a aucun argument à faire valoir pour censurer. Et donc je pense qu'il y a là aussi, notamment, on sait que pendant toute une période de l'histoire où les femmes ont eu peu l'accès à la liberté d'expression dans la littérature, dans la peinture, dans la musique, eh bien, la production laïque de la loi est émancipateur de ce point de vue-là aussi. Alors, je ne vais pas faire très long. Je pense qu'il est important de caractériser un peu les adversaires de la laïcité. Il faut faire une typologie de cette... parce qu'il y a des adversaires. Je ne vous apprends pas. Je ne vous apprends rien. Alors, j'en esquisse 2-3 catégories très rapidement, parce que dans notre combat politique, en tant que militant laïque et social, liant le combat laïque au combat social, il faut les caractériser et y opposer des forces politiques et d'une façon de militer qui est spécifique. Moi, je vois déjà la pensée ultralibérale. Pourquoi est-ce qu'elle est anti-laïque constitutivement? Parce que les ultralibéraux, ils aiment fractionner le corps social. Ils aiment faire des communautés. C'est beaucoup plus facile pour eux de gérer les dégâts du libéralisme, qu'ils connaissent parfaitement, parce que ce sont les instigateurs, si le corps social est fractionné. Ça, c'est vraiment à la source de la pensée de Jaurès quand il élabore 1905. Il dit il faut que les conquêtes laïques précèdent les conquêtes sociales. Il a en tête, bien sûr, les retraites ouvrières et paysannes, il a en tête le dimanche chômé, il a en tête un troisième item, et l'impôt sur le revenu. Merci Michel, je vois que tu suis bien. Donc là, oui, les ultralibéraux sont intrinsèquement, et ça c'est valable presque sur le plan mondial, quand ils veulent renforcer l'oppression, ils divisent le corps social. On pense à Bolsonaro, on peut penser à... Le deuxième adversaire, ce serait peut-être la pensée qui rejoint un peu, c'est la pensée wokiste, la pensée woke. C'est-à-dire, on fait le droit, on est légitime à faire le droit en fonction de son degré de victimisation. C'est la course à la victimisation que tu as un peu évoqué tout à l'heure. Voilà, on est donc là, on connaît ça, la concurrence victimaire, plus victime que moi tu meurs. Bon, ça c'est une pensée qui est anti-laïque et qui produit du fractionnement social, qui produit de la concurrence et qui affaiblit en fait le corps social et atténue ses capacités revendicatives. Ça, maintenant c'est clair. Bon, ça nous vient des États-Unis. Bon, ils ont recyclé quelques philosophes français. Ils nous ont ramené une soupe indigeste qui est relativement minoritaire en France, sauf, paraît-il, là je parle sous le contrôle, s'il y a des universitaires ici, il paraît que ça fait des dégâts dans certaines universités, notamment dans le domaine des sciences humaines et des sciences sociales. Bon, ça, il faut vraiment les caractériser comme des adversaires de la pensée laïque. Il y a les fondamentalistes religieux, évidemment, la démonstration est plus que simple. Pour avoir interviewé récemment Bergeau-Blaclair sur le péril lié aux frères musulmans, si on lit sa prose, on peut être inquiet, parce que l'Union européenne est devenue une véritable passoire pour les fondamentalistes religieux. Vous arrivez dans les instances européennes en disant « je lutte contre l'islamophobie », et vous avez vous avez du fric qui arrive comme par magie. Et les frères musulmans qui sont tous sauf bêtes, et qui ont une stratégie d'infiltration qui est d'ailleurs proche d'infiltration trotskiste d'une certaine époque, eh bien, ils drainent beaucoup d'argent dans du caritatif, dans l'aide aux devoirs, dans du social, dans
tas de choses par millions d'euros à travers différents types d'associations. Je pourrais lister ici, mais je ne le fais pas. La première, ça ne s'invente pas, c'est la FOIE, F-O-I-E, Fédération des œuvres islamiques européennes, qui, eux, ont beaucoup d'argent par le biais de la Commission européenne. Bon. La foi. Oui. Ça s'écrit comment? F-O-I-E. Oui, oui. F-O-I-E. F-O-I-E. Ah bon? Oui, oui. Fédération des œuvres islamiques européennes. Bon. Bon, il faut lire le texte de Bergeau-Blaclair. Je Parce sais que... pas encore lu. Et puis je dirais une quatrième typologie des adversaires de la laïcité, c'est, je dirais, l'extrême droite française, tous ceux qui sont sur la théorie du grand remplacement, du choc des civilisations. Alors là aussi, on a toute une pensée anti-laïque qui considère non plus l'islam, mais les musulmans comme l'adversaire, menacent leur civilisation, qui menaceraient notre culture. Évidemment, c'est très loin de la pensée républicaine laïque, qui considère bien évidemment tous les Français, quelle que soit leur origine et leur religion, comme des Français à part entière, et qui n'est absolument pas prête à dresser les gens les uns contre les autres en fonction de leur religion. Je terminerai en évoquant ce que j'ai fait ce matin, très rapidement, le cas de la petite Samara, qui s'est fait tabasser dans un collège à Montpellier, sous prétexte qu'elle avait adopté des modes de comportement qui n'étaient pas conformes à sa communauté musulmane. Et elle s'est fait tabasser par les grands frères. Hein. Donc, je pense qu'on en revient un petit peu au muscle, malheureusement, et que c'est véritablement, lorsque l'on, je terminerai par là, hein, lorsque l'on fait le lien avec Samuel Paty, Dominique Bernard, avec l'autocensure des profs, qui maintenant frappe le corps des professeurs à plus de 40%, je crois. Oui, oui. Dans des domaines aussi essentiels que l'enseignement de l'histoire, l'enseignement des sciences, l'enseignement du darwinisme. Je ne parle même pas de l'enseignement du conflit israélo-palestinien, parce que là, plus personne ne l'aborde. Eh bien, il y a un péril dans la République française. Un péril des gens qui sont hostiles à la laïcité et qui veulent promouvoir un modèle anti-laïque, un modèle communautariste, voire fondamentaliste. Je termine avec un terme que j'aime beaucoup, qui vient de Catherine Kitzler, qui fait de l'emblème de la laïcité dans une société la possibilité de la promeneuse solitaire. J'ai toujours trouvé, par référence à Rousseau et par référence à la condition féminine, qu'il y avait une belle symbiose, une belle cohérence conceptuelle. Un pays ne peut se dire laïque que s'il permet d'advenir sans risque, sans arrière-pensée, sans protection, la promeneuse solitaire. Il y a beaucoup de quartiers en France où ce n'est pas le cas. Je vous remercie. Merci beaucoup.